C'est midi sur votre chaîne. Merci, mesdames, messieurs, de nous renouveler votre fidélité à la télévision Caraïbe. Deuxième numéro de votre émission de commentaires sur l'actualité. Bienvenue à l'invité du midi. Y a-t-il un meilleur moment pour goûter à la victoire? On se pose la question. À un stade où Haïti connaît des déboires dans quasiment tous les domaines, la sélection nationale de football vient à la charge et nous donne une douche de bonheur qu'on espère ressentir à chaque fois que l'occasion se présentera. Remporter ce match 2-1 contre Cuba, comme a su le faire cette équipe, va au-delà d'un enjeu footballistique. C'est un symbole, un pan d'espoir qui est créé dans nos cœurs, mais c'est aussi un rappel à la responsabilité envers le sport en soi, mais aussi dans tous les autres lieux de nos actions individuelles et collectives. Notre équipe vient de nous rappeler, mesdames, messieurs, que nous sommes capables du mieux quand nous déciderons enfin de prioriser l'essentiel. Merci à nos grenadiers. Sur le plan strictement sportif, c'est une belle perspective qui est devant nous grâce à cette victoire. C'est aussi une porte de grands défis qu'on vient d'ouvrir en se qualifiant pour jouer contre les plus grands de la CONCACAF. Comment doit-on s'y prendre à un niveau ou à un autre? Faisons l'évaluation de tout cela avec la personne la mieux indiquée, souvent sous le feu de la critique quand il s'agit de défaites en sélection nationale, mais quand le résultat est là, on fait moins attention à lui. On va l'accueillir avec grand plaisir ce midi. Coach, bon midi et bienvenue sur notre plateau. C'est avec grand plaisir, comme on l'a dit, qu'on vous reçoit. Merci de répondre à notre invitation. Merci de votre accueil, tout d'abord. En préambule, je voudrais commencer ce rendez-vous pour remercier tous les bénévoles du football. Et ils sont nombreux dans le football haïtien et dans le monde. J'en ai rencontré beaucoup en Haïti, que ce soit dans les clubs à la fédération, mais aussi dans certains clubs privés qui s'occupent de gamins plutôt qu'ils soient dans les rues. Et je trouve que c'est quelque chose d'important qu'il faut noter. Peut-être le savez-vous pas, mais il y a quelques jours, on a été champion olympique. Haïti a été champion olympique. Le saviez-vous? Et donc, au niveau de la compétition qui vient de se réaliser au Qatar. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu des Jeux olympiques qui sont les Jeux olympiques de sport unifiés, qui allient des joueurs handicapés avec des joueurs non handicapés. Et le comité olympique avait sollicité un de ses clubs privés, le FC Taureau, dirigé sportivement par mon ancien adjoint Jérôme Velfer. Et ils sont venus avec la médaille d'or des Jeux olympiques, qui représente quand même 190 pays, plus de 8000 athlètes. Et donc, je voulais aussi tirer un coup de chapeau à ces gens-là. Il y a eu une dizaine de médailles olympiques. Ouais, c'est intéressant. Et c'était important, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de tous ces gens, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'équipe nationale est en exergue, on parle d'elle grâce à ce succès, mais il faut savoir aussi tout ce qu'il y a derrière, les petits clubs, les clubs de 2e, 3e division, mais aussi ces centres privés qui font beaucoup d'heureux, parce qu'au lieu que les enfants soient dans les rues, ils sont sur le stade. On sait aussi que des clubs comme le FC Taureau, le FC Chana, ou même le club de Robert Duval de la Cité Soleil, ils font énormément au niveau social. Donc il faut aussi leur tirer un grand coup de chapeau avant de parler de l'équipe nationale. Absolument. On va parler d'abord de vous, de vos sentiments. Oui. Généralement, comment Makoula fait ses résultats, ses bons résultats, ses victoires avec son équipe? Comment il apprécie cette victoire, ce résultat sur le plan individuel? Écoutez, avec beaucoup de réserve. Avec beaucoup de réserve parce qu'un entraîneur, il sait qu'à peine le match terminé, il doit penser au prochain match. On sait très bien que dans le football, on gagne grâce aux joueurs et on perd à cause de l'entraîneur. Donc ça, il faut aussi l'intérioriser, il faut le savoir. De souligner, justement. Voilà, parce que c'est malheureusement souvent le cas. Donc voilà, je vous dis avec beaucoup de réserve, et je vous dis, moi, le match à peine terminé, je me projette déjà dans le futur. Je pense qu'on en parlera au cours de cette émission. Très bien, mais j'avais l'impression, j'étais sur le terrain, je vous ai vu,
j'avais l'impression que ce match avait une importance particulière, personnelle pour vous. Je vous ai vu tout excité après la victoire. Vous étiez avec les joueurs, saluer le public. Quelque part, je me posais la question, pourquoi c'était si important dans ce match de mettre autant d'énergie? J'avais l'impression que votre tête était en jeu par rapport à ce match et les enjeux qui l'entourent. Est-ce que je me suis trompé? Non, oui, pas du tout. Non, en fait, il y avait des enjeux dans ce match. C'était déjà la qualification pour la Ligue des Nations qui nous tenait à cœur, que ce soit le staff ou mes joueurs, parce que cette première compétition, je pense que c'était très symbolique qu'Haïti fasse partie des meilleurs dès le début de cette compétition. On s'était fixé un challenge avec les joueurs avant le début de cette compétition, malgré que je leur ai dit qu'on avait le tirage le plus difficile des têtes de série, le plus difficile des grandes, et ça s'est confirmé. Et malgré ça, il faudrait qu'on gagne nos 4 matchs. Et donc, avec les joueurs, chaque match passait, on disait il ne en reste plus que 2, et il ne en reste plus qu'un, et voilà, on est allé au bout. Et c'est certainement ce qui explique aussi qu'on a marqué un but tout en fin de match, parce qu'on savait très bien qu'un match nul nous suffisait pour nous qualifier en Ligue des Nations, et la Gold Cup c'était déjà fait. Mais les joueurs ont puisé pour marquer ce but et pour être fidèles à ce qu'on s'était dit au sein du groupe. Il était aussi question d'honneur pour vous personnellement qui revient, ça fait 1 an déjà que vous êtes revenu à la tête de la sélection nationale. Il était question personnellement de ramener la confiance du public haïtien sur vous qui êtes en charge généralement, globalement de notre sport roi ici. Non, vous savez, quand j'ai répondu favorablement à la demande du président de revenir, je savais à quoi je m'engageais. Je savais que ces mêmes dirigeants s'étaient séparés de moi après une défaite contre la Jamaïque. Mais je vous dis, ça fait partie du jeu. Mon contrat se terminait à l'époque. Bon, il n'a pas été renouvelé, mais voilà, la vie continue. Après, il y a eu 1 an et demi avec des fortunes diverses. Et quand ils m'ont sollicité, je n'ai pas réfléchi à 2 fois avant de donner ma réponse. C'était oui tout de suite. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, quand on est entraîneur, on connaît les règles du jeu. On connaît les règles du jeu. Parfois, le discours de l'entraîneur ne passe plus au niveau des joueurs. Donc après, soit l'entraîneur il change quelques joueurs pour que son message passe mieux, ou alors les dirigeants se passent de l'entraîneur pour essayer de trouver un coach qui va mieux passer au niveau des joueurs. C'est comme ça que ça marche. Sur la décision de revenir, est-ce que je peux m'imaginer qu'il y a autre que du sport, c'est-à-dire un Makola qui commence à apprécier cette terre et qui souhaite y passer du temps par rapport justement à la décision de retour? Ça a surpris plus d'un que vous acceptez de revenir. Est-ce que quelque part Haïti généralement a joué sur cette décision? Il est certain que je savais où je mettais les pieds. Donc c'était plus facile de répondre par l'affirmative. Je pense que si ça avait été un pays que je ne connais pas, j'aurais mis plus de temps à me décider. Tandis que là, ma décision, elle a été pratiquement immédiate. Très bien. Vous êtes satisfait du public que vous avez vu au stade Sylvio XIV dimanche? On avait l'impression à un moment que le public sentait une certaine déception au beau milieu de la seconde mi-temps. Ils se disent mais on est venu pour une victoire et regardez, ils viennent d'encaisser un but de la plus mauvaise manière qu'on peut l'imaginer, un relâchement total, on va peut-être en parler dans le bilan qu'on va faire du match. Mais le public qui était là, vous vous êtes dit oh mon Dieu, j'ai jamais joué un match avec un public aussi intense et motivé. Mais écoutez, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mêlé aux joueurs à la fin du match, et pour remercier ce public. Certains étaient arrivés plus de 2 heures avant pour être certains d'avoir une place. D'ailleurs, on peut regretter que nombreux spectateurs n'ont pas pu assister au match puisque le stade était comble et il y a beaucoup de gens qui seront restés à l'extérieur.
Et donc c'était ma façon aussi de remercier le public qui a soutenu l'équipe tout le match, même quand il y a eu des moments de doute en deuxième mi-temps. Maintenant, il faut savoir que les matchs internationaux, on ne les gagne pas tous 13-0. Hein. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, les matchs internationaux, vous voyez, regardez nos amis argentins qui jouent à domicile contre le Venezuela. Avec le retour de Messi, ils perdent à domicile, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, les matchs internationaux se jouent sur des détails. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous, le détail qui nous a été fatal en deuxième mi-temps, c'est qu'on a pris ce but sur corner alors qu'on savait très bien comment il est tiré. Simplement, malheureusement, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais les deux joueurs qui ont été blessés, l'un en fin de première mi-temps et l'autre en début de deuxième mi-temps, étaient chargés justement d'empêcher le joueur de frapper au but parce qu'on savait comment il... Simplement, les consignes ont été données au premier et je n'ai pas donné les consignes au deuxième quand il est rentré parce que j'étais dans l'excitation de changer le joueur. Il est rentré sur le terrain et on ne s'entendait plus, et ce qui fait que la consigne n'était pas passée. Donc c'est de la faute. On aurait pu ne pas le savoir si c'était de la défaite. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Absolument. Donc on va revenir sur le dispositif qui a été mis en place mentalement, physiquement, on va dire aussi stratégiquement sur le terrain pour voir comment c'était. Comme on l'a souligné tout à l'heure, en première mi-temps, on avait l'impression qu'il manquait quelque chose dans le jeu d'ensemble. Les violons ne s'accordaient pas trop. Et en deuxième mi-temps, on a pris ce but. Quand vous faites le bilan total de ce match, M. Kola, vous dites quoi? Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe pour qu'on soit la meilleure équipe nationale qu'on a l'habitude d'être à un certain moment dans certains matchs? Je vous trouve un peu sévère parce que moi, j'ai bien apprécié mon équipe. Il faut savoir que, effectivement, on avait deux joueurs qui nous manquaient dans notre dispositif. Mais je ne veux pas parler des absents, je veux parler des présents. Et le jeu a fait que cette équipe de Cuba nous attendait devant sa surface de réparation. Ils ont joué dans un système très défensif et ne sortaient que sur les contres. Et quand vous jouez contre une équipe comme ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, je sais de quoi je parle. Quand le Paris Saint-Germain joue, il joue contre des blocs très bas. Et c'est pas toujours facile de passer. Et nous, on s'est retrouvés dans cette circonstance, sauf que l'un des problèmes, c'est l'état du terrain. Et l'état du terrain ne favorise pas une équipe qui domine le jeu, mais au contraire, favorise une équipe qui défend. Donc, on a fait ce qu'on a pu en première mi-temps. On avait décidé de commencer très fort. On a marqué un magnifique but sur une situation individuelle de Nazon. On aurait dû marquer un ou deux buts de plus en première mi-temps. Et moi, je savais qu'on allait avoir un petit coup de moins en deuxième mi-temps, parce que c'est souvent le cas aux alentours de l'heure de jeu, quand une équipe a beaucoup dominé mais qui n'a pas conclu, l'adversaire prend un petit peu confiance. Et en plus, je vous dis, nos deux blessures sont arrivées à des mauvais moments. Je n'avais pas prévu de faire ces changements avec ces joueurs-là, et surtout à ce moment-là. Ce qui fait qu'à la 48e minute, on avait fait deux changements qu'on n'avait pas décidés. Donc ça a perturbé un petit peu l'équipe, c'est clair. Et il faut aussi noter la qualité de cette équipe de Cuba. Je veux dire, on peut pas nier que cette équipe, avant le match, était aussi invaincue dans la Ligue des, la Ligue des Nations. Donc, c'était le match au sommet pour la première place. Si Cuba nous bat, ils sont premiers. Voilà, même s'ils étaient seuls et à l'extérieur, on avait senti cette motivation véritablement, et jusqu'à la fin du match, il espérait pouvoir au moins avoir le nul, et en fin de première mi-temps, on a bien trouvé la route du but, et c'est tout à notre honneur, tout
à l'honneur de cette équipe. Mais je vais revenir sur quelques performances et particulières. Mais juste avant, vous avez les nouvelles de votre blessé et ça va mieux? On a eu très peur parce qu'il a été emmené à l'hôpital pour faire des radios et on craignait une fracture et finalement c'est une entorse. C'est une grosse entorse. D'ailleurs, je regrette que l'arbitre n'ait pas été plus sévère parce que c'était vraiment un attentat fait sur ce joueur qui est sorti d'ailleurs à la mi-temps avec un genou en sang et puis une entorse à l'autre pied. Donc c'était déjà, je dirais... On a une idée de combien ça va lui prendre, de semaines? Oui, 3 semaines là. Là, il va être out 3 semaines. Oui. Très bien. Je voulais revenir sur quelques performances individuelles, sans vouloir faire de jaloux, mais on a vu la France, on ne va même pas parler de Nazon, mais on a vu la France Méchac jouer assez en forme dans ce match. Mais plus précisément, il y a ce jeune qui joue dans le championnat national, qui est monté en seconde mi-temps et qui, je pense, a donné une performance extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Non, j'attends. Saba, vous lui avez dit. Moi, j'ai été un peu surpris. Je l'ai vu jouer pour son équipe, mais dans le match, avec la pression qu'il y avait, et au moment où elle est entrée, je ne m'attendais pas à autant de performances. Comment vous avez apprécié cette performance individuelle de ce joueur? Écoutez, il a été, je dirais, au niveau où je l'attendais. Au niveau où je l'attendais parce que j'avais un choix à faire et ce choix, ça a été on jouait à 3 attaquants en première mi-temps et là, je sentais que Franzi Pierrot commençait à être très, très fatigué. Ouais. Et plutôt que de faire entrer un attaquant, j'ai préféré densifier mon milieu de terrain, jouer avec 2 attaquants dans l'axe. Et puis rajouter un milieu de terrain créateur qui est le petit Saba. Et donc ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Le but est arrivé, c'était sur une faute faite sur lui justement. On a enchaîné. Brian Elseus a donné le ballon à Duquesne Nazon et on sait comment ça s'est terminé. Donc il a amené un petit peu de fraîcheur. Et c'est ce que j'ai demandé à mes remplaçants. Et de clairvoyance aussi, dans la qualité de ses passes et tout. Oui, j'ai demandé qu'ils amènent un plus quand ils rentrent sur le terrain. Et c'est ce qui s'est fait avec les joueurs qui ont remplacé les joueurs blessés. Vous pensez qu'on aurait pu avoir une meilleure équipe avec Derrick et Donald qui ont été absents? Je vous dis, j'ai du mal à parler des absents parce que les absents, ils sont là, on ne sait pas. Écoutez, le match précédent, Derrick avait marqué un but magnifique. Il avait été très bon, mais il a pris un carton jaune. Et Donald n'avait fait que 10 minutes puisqu'il avait pris un carton rouge. Ouais. Donc voilà. Mais ça fait partie de la vie d'un groupe. C'est des garçons qui sont titulaires quand ils sont là. Mais on s'aperçoit que quand ils ne sont pas là, il y a des joueurs qui peuvent les remplacer. Il y a un point particulier qui fait débat, je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à vos oreilles, c'est le choix de jouer avec Placide dans les buts. Il n'est pas en compétition, il n'a pas de club pour l'instant et c'est lui qui a été titulaire pendant tout le match. Donc on se pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu de sentimentalisme dans ce choix lorsqu'on sait peut-être qu'on pourrait faire venir Stewart ou bien jouer avec Josué dans les buts pour lui donner peut-être un petit peu plus de confiance. Donc vous êtes là avec nous. Est-ce que vous pouvez véritablement justifier ce choix lorsqu'on sait qu'un joueur qui n'est pas en compétition ne peut pas être à sa meilleure forme dans un match aussi important? Il a démontré le contraire, parce qu'il a été très bon. Il n'était pas fautif sur le but, vous croyez? Non, il n'est pas fautif. Parce que, le fait de repousser le ballon, je veux dire, c'était un tir puissant. Non, moi, je n'ai pas du tout mis le but sur sa responsabilité. Je crois que j'ai eu un moment l'idée de peut-être ne pas le titulariser parce qu'effectivement, il n'a pas de club. Mais j'ai été très rassuré, d'abord par son professionnalisme. Peu le savent, mais il est venu ici une semaine auparavant pour s'entraîner avec l'entraîneur des gardiens. Et je l'ai vu à l'œuvre, j'ai vu sa motivation.
N'oubliez pas que non plus il est capitaine de l'équipe. J'ai vu sa motivation, j'ai vu son entrain, j'ai vu son investissement au niveau du groupe. Et au moment de faire la composition d'équipe, j'ai pas hésité un seul instant, comme je n'hésiterai pas un seul instant quand on aura les prochains matchs, puisque d'ici là, on aura eu des matchs amicaux et on aura eu aussi un stage qui permettra aux gardiens de s'illustrer. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gardien que je connaisse et qui soit sélectionnable, qui sont meilleurs que Placide. Donc, pour l'instant, la question ne se pose pas. Très bien, très bien. On voulait vraiment avoir votre mot là-dessus parce que ça fait débat. Tout le monde pensait qu'il fallait donner confiance à Duverger dans ce match. Alors, et donc, il n'a pas été titularisé. On voulait savoir si ça n'a pas créé quelque part une petite frustration de la part du joueur lorsqu'il sait que lui, il joue, peut-être à son niveau, mais Placide, lui, n'a pas de club, il n'est pas en compétition. C'est vrai qu'il est arrivé une semaine avant le match, mais on espérait voir jouer, pour certains, on espérait voir jouer Josué, mais vous avez fait votre choix et ça a donné du résultat. Ouais. On voulait clarifier la question. Josué est un très bon gardien. C'est un gardien d'avenir. Il faut savoir qu'il a que 20 ans. Ouais. Hein, il a que 20 ans. Et vous savez, faire rentrer des joueurs de 20 ans dans les buts pour sa première sélection, un match international, c'est pas évident. Donc ça n'aurait pas été un service à lui rendre de jouer un match à telle pression. Il le sait, je lui ai parlé, il le sait. Il apprend beaucoup au contact justement de Johnny Placide. Son heure viendra, mais elle n'a pas encore sonné. Très bien. Avant même de continuer le bilan, je voulais peut-être voir avec vous un point important pour notre football généralement. Dans le groupe que vous avez, il y avait que 2 ou 3 joueurs qui jouent ici, 3 joueurs locaux dans le groupe. Et on se demande, bien sûr, par rapport à ce que nous avons en termes de talents disponibles à l'extérieur, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être essayer de voir comment on peut donner beaucoup plus d'espace à ceux-là qui jouent dans ce championnat? Donc, quelque part, on peut se dire que, bon voilà, s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils ne méritent pas leur place. Donc, du coup, ça m'envoie à réfléchir sur le niveau du championnat que nous avons ici. Et je vous pose donc la question, qu'est-ce qu'il manque autant à notre football sur le plan strictement sportif, en parlant de la capacité des joueurs, qui fait qu'on ne peut pas avoir au moins 5 joueurs, et peut-être un peu plus, qui jouent ici dans notre championnat, qui soient performants, qui a le niveau et qui peuvent négocier ces matchs-là? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. La première réflexion, c'est le niveau du championnat. Effectivement, on peut se poser des questions sur le niveau du championnat, puisque régulièrement, les 2 premiers du championnat, c'est-à-dire ceux qui finissent en tête des championnats d'ouverture et de fermeture, se font éliminer au premier tour dès qu'on va jouer dans la Coupe des Caraïbes. Exactement. Donc déjà, il faut se poser des questions sur ce niveau. Je veux dire, aujourd'hui on a joué contre Cuba, mais si demain il y a un club, que ce soit Don Bosco ou un autre club, joue contre un club de Cuba, il va perdre au premier tour. Donc il faut déjà se poser la question de notre niveau de championnat par rapport aux autres équipes de la Caraïbe, que ce soit Cuba, la Jamaïque, Trinidad et Tobago. Et je pense qu'aujourd'hui, notre championnat est en dessous. Mais sur le plan strictement individuel, quand je vous vois dans les matchs, vous êtes certainement en quête d'un talent à faire valoir, en quête d'un joueur qui peut se différencier dans son groupe et qui pourrait éventuellement avoir sa chance à entraîner avec l'équipe. Pourquoi quelque part on ne voit pas un petit peu plus de présence de joueurs locaux? Et qu'est-ce qui manque à ces joueurs? Qu'est-ce que vous cherchez véritablement? Et bien justement, c'est ce niveau international. On joue des compétitions internationales alors que les joueurs n'ont que des matchs nationaux. Donc je pense que vous voyez la différence. Et ce manque d'expérience du niveau international est je dirais, un problème pour tous ces joueurs. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des joueurs,
les bons joueurs, je dirais, dès qu'ils arrivent à l'âge de 18 ans, ils n'ont qu'une idée, c'est de partir à l'étranger. Absolument. Et c'est bien. Moi, je dis que pour l'équipe nationale, c'est bien. Malheureusement, ils ne partent pas toujours dans des grands clubs et bien souvent, ils se perdent. Bien souvent, ils se perdent. Maintenant, on a pu le voir avec certains joueurs qui sont partis d'ici. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de joueurs du championnat. Mais Méchac, il jouait où? Adé, il jouait où? Vous comprenez? Je veux dire, donc ces joueurs-là jouaient dans le championnat national. Ils sont partis à l'étranger, ils ont gagné leur galon international avant de revenir au niveau de la sélection. Donc ce serait ça la perspective, la route à suivre pour avoir sa place en sélection? Non. Parce que le niveau ici n'est pas bon, mais comment on peut améliorer avec ce qu'on a, faire mieux avec ce qu'on a, je parle là de l'environnement, et d'améliorer la qualité des joueurs sur le terrain? Ben, vous savez, je n'ai pas toutes les réponses non plus. Hein. Est-ce que vous questionnez le niveau du coaching, par exemple, en termes de niveau? Mais je vous dis, je n'ai pas toutes les réponses. Il est certain que ici, il peut y avoir aussi un problème d'entraîneur. Je veux dire, moi je vois des entraîneurs qui essayent ici de faire les mêmes entraînements que des clubs professionnels en Europe. Est-ce que c'est adapté? Pas adapté. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de structure et d'infrastructure, on est capable de rivaliser avec d'autres championnats? Je ne le crois pas, puisque quand moi je vois des matchs parfois sur des terrains, je parle par exemple du terrain de Sainte-Thérèse, un terrain où jouent d'autres équipes qui font 90 mètres sur 55, ça limite déjà. Comment on peut jouer et puis après jouer dans des matchs internationaux où les terrains sont beaucoup plus grands? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un niveau international quand on a 3 entraînements par semaine, quand il n'y a pas de soins, quand il n'y a pas d'encadrement, quand il n'y a pas de... moi, je suis allé voir des matchs. Je ne veux pas parler de cette année, j'en ai vu, mais je n'ai pas ça l'idée. Mais l'année dernière, j'étais allé voir un match en province où on a changé 5 fois de ballon pendant le même match, et à chaque fois, ce n'était pas le même ballon. Ce n'était pas 5 ballons différents. Est-ce qu'on peut imaginer ça dans un autre championnat? Non. C'est un tout. Moi, j'ai vu des matchs où il y avait des spectateurs qui étaient sur le terrain. Comment voulez-vous que des arbitres en toute sérénité dans des matchs où ça se passe même comme cela. De la façon où et là, je viens de parler des arbitres, et permettez-moi de tirer un chapeau aux arbitres qui sont en Haïti, non seulement en première division, mais ça doit être encore plus dur en deuxième et troisième division, parce qu'il y a un climat très contestataire au niveau des spectateurs. Et bien souvent, ces arbitres-là méritent... oui, ils en font les frais, mais ils méritent qu'on leur tire un coup de chapeau. Donc, pour revenir à notre sujet au niveau de l'équipe nationale, non, il n'y a rien qui empêche que, comme vous le dites, individuellement, il y ait des joueurs qui viennent dans l'équipe nationale, et c'est la raison de ma présence sur les terrains. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à m'intéresser aux plus jeunes, c'est-à-dire des joueurs qui ont encore la possibilité de s'améliorer à travers l'équipe nationale ou à travers des clubs où moi-même je pourrais les diriger. Et donc, je regarde les garçons qui ont 22, 23 ans maximum, parce qu'après, c'est plus compliqué. Très bien. Mais rien que pour donner peut-être un petit peu d'espoir à ceux qui jouent dans les conditions que vous venez d'évoquer, est-ce que récemment vous avez vu peut-être une tête qui vous intéresse et quelque part que vous souhaiteriez intégrer dans le groupe, ne serait-ce que pour les prochains préparatifs par rapport aux compétitions qui nous attendent? Est-ce qu'il y a quelque part une tête à part ce jeune de Léogane qui intègre l'équipe et qui commence peut-être à faire valoir ses capacités? Est-ce qu'il y a d'autres têtes là tout de suite dans une équipe qui vous intéresse? Écoutez, je ne vais pas vous dire de donner de nom, mais il y a des joueurs que j'ai effectivement repérés.
Et puis après, ça va dépendre de l'effectif que j'ai et des places qui va rester. Mais bien sûr que la sélection est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai l'intention de partir à la Gold Cup avec la meilleure équipe possible. Si dans ces meilleurs, il y a des joueurs qui jouent en Haïti, je vais les accueillir avec plaisir. Les défis qu'on vient d'évoquer, qualité de terrain et tout, on s'imagine qu'ils sont là aussi et peut-être un peu plus par rapport aux dames. Mais on a vu jouer cette belle équipe en Coupe du Monde. C'est vrai qu'on espérait mieux. On peut toujours rêver mieux, mais on sait aussi dans quelles conditions cette équipe fonctionne. Est-ce que par rapport à la compétition qui a été lancée après qu'elles sont revenues de la Coupe du Monde, vous voyez de l'espoir de ce côté-là? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, un suivi qui a été fait par rapport à ce qu'ils ont offert en termes de symboles, de ce qu'ils peuvent faire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Vous qui êtes souvent dans les matchs, est-ce que vous voyez de l'espoir du côté des dames à ce niveau-là? Alors écoutez, puisqu'on parle du football féminin, il faut savoir que c'est une des grandes forces du football de la fédération, puisque actuellement au Cornou, il y a plus de 150 filles. Et je peux vous dire que dans les années à venir, on va entendre parler du football haïtien au plus haut niveau. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Les qualités de ces filles ne sont plus à mettre en doute, hein, c'est certain. Mais maintenant, à l'instar des garçons, ce qu'il leur faut, c'est la qualité internationale, c'est-à-dire qu'elles puissent se frotter au niveau international pour leur permettre, quand ils vont revenir au niveau de la sélection, d'apporter ce petit plus aux sélections. Mais dès à présent, je peux vous garantir que dans les 3 à 5 ans, il y aura une redoutable équipe senior au niveau d'Haïti. On le souhaite bien. Mais pour fermer cette fenêtre, coach, et par rapport à l'analyse qu'on fait de notre football et au regard de la victoire qu'on a eue dimanche, j'aurais aimé vous demander quelque part comment on voit le football s'organiser, se faire à l'étranger aujourd'hui. Quand vous parlez de niveau national, est-ce qu'on questionne aussi la compréhension, je dirais même intellectuelle des joueurs de ce que c'est aujourd'hui le football? Parce que ça ne se joue plus au niveau du talent strictement individuel. C'est vrai que c'est important, ce talent inné qu'ont certains joueurs, et on a joué beaucoup sur ça, peut-être un peu longtemps, notamment en Amérique latine, en Amérique du Sud, avec des joueurs mais qui ont un talent fou. Là, on peut parler de Messi, on peut parler de Neymar plus récemment. Mais aujourd'hui, globalement, le football se joue peut-être un peu plus avec la tête. Est-ce qu'aujourd'hui, le niveau international que vous réclamez de nos joueurs, le déficit est aussi là, en fonction de comment ils conçoivent le jeu, le foot aujourd'hui? Est-ce que le déficit est là aussi? Mais indéniablement, parce que plus vous allez vous entraîner avec des joueurs de haut niveau, plus votre niveau va augmenter. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui je sollicite des joueurs qui jouent en Europe? C'est parce que le niveau est bien meilleur qu'ici. Et donc les entraînements sont meilleurs, l'encadrement est meilleur, les soins sont meilleurs. Ce qui fait que ces joueurs qui, pour certains, étaient dans le championnat ici, prenez Jonel Désiré qui jouait à Mirbalais, qui est aujourd'hui meilleur buteur dans son championnat. Quand il revient en sélection, il apporte ce petit plus. Donc, c'est indéniable, le football aujourd'hui est international. Vous ne voyez plus de joueurs brésiliens qui jouent au Brésil. Les joueurs brésiliens jouent tous en Europe ou en Chine. Et cette compréhension par rapport au jeu, justement, il dépend de quoi? Et cette compréhension, elle dépend de la qualité du coaching. Est-ce que vous êtes en train de nous dire aussi que pour améliorer ce football, il faudra peut-être faire venir
des coachs de l'étranger ou peut-être améliorer peut-être la formation de ceux qu'on a ici? Ah bah ça, c'est indéniable. Je veux dire, je regrette que mes collègues, entraîneurs de clubs de D1 en tout cas, n'aillent pas plus massivement à l'étranger faire des stages qui pourraient, je dirais, les rendre bien meilleurs. Je veux dire, moi j'engage les présidents de clubs à envoyer leurs entraîneurs dans des clubs à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe, parce que les entraîneurs vont venir plus forts et vont pouvoir adapter des entraînements qui vont correspondre au niveau de leurs joueurs. Bien sûr. Au niveau de la sélection. Maintenant, on a gagné la qualification, on a eu cette qualification pour la Ligue, mais je crois que c'est plus tard. Pour le tirage au sort. Non, le tirage au sort de la Gold Cup, c'est pour plus tard. Mais juste avant, sur la compétition qu'on vient de qualifier pour le groupe A, j'aurais aimé savoir ce que vous voyez à l'horizon. Lorsque vous savez avec quel adversaire vous allez vous frotter, peut-être que je ne sais pas comment cela va se faire. Est-ce que on joue avec tout le monde ou il y aura des groupes formés? Donc quelque part, on a la chance de tomber sur des grandes équipes comme Mexique ou États-Unis. Lorsque vous regardez ces défis à l'horizon, vous dites quoi exactement? Est-ce que vous allez avoir l'équipe qu'il faut pour faire, je dirais, un bon visage par rapport à ces équipes-là? On ne peut pas comparer aujourd'hui les moyens qu'ont ces pays avec les moyens d'Haïti. C'est incomparable. C'est incomparable. Les États-Unis ont des moyens fantastiques pour leurs équipes nationales. Le Mexique a des moyens fantastiques. Nous, on est à des années-lumière de cela. Je veux dire, je vais vous donner un exemple simple. Quand mes joueurs viennent d'Europe, ils voyagent comme un touriste lambda, quoi. Alors que c'est des garçons qui font 1m90, c'est des garçons qui ont joué la veille à un match où donc ils ont beaucoup de fatigue dans les jambes. Voilà, la fédération n'a pas les moyens de leur payer ne serait-ce qu'une place en business class. Absolument. Alors que moi je vois les sélections, quand les joueurs européens vont jouer au Brésil ou vont jouer en Argentine, soit ils sont en business class, soit dans un avion privé. Nous n'avons pas ça. Et cet environnement compte pour le mental des joueurs. Compte énormément. Et compte énormément. Là, les joueurs sont repartis dans leur club. Pareil, ils repartent le lendemain matin du match qu'il y a eu. Ils partent fatigués et donc ils voyagent dans des conditions, allez, je vais dire normales, quoi, comme vous et moi, voilà. Et alors qu'ils mériteraient d'avoir de meilleurs moyens, ne serait-ce que pour la récupération quand ils vont retourner dans leur club. Vous comprenez? Et donc ça c'est un moyen. Mais après, il y a tous les moyens d'entraînement. Aujourd'hui, un staff de clubs, enfin d'équipes de haut niveau, je veux dire d'équipes nationales de haut niveau, c'est 15, 20 entraîneurs autour de l'entraîneur principal. Quand il y a les préparateurs physiques, je dis les préparateurs physiques, il y a les entraîneurs de gardiens de but, il y a les ostéopathes, il y a les kinés, il y a les analystes vidéo. Mais nous, on est très loin de ça. Très loin de ça. Et c'est tout cet environnement qui va faire la différence. Alors il est certain que quand on arrive sur le terrain, on est 11 contre 11. Et les fans haïtiens, ils ne comprennent pas pourquoi, si on joue contre le Brésil, on perd. Bon. Ils attendent oui, des résultats, mais moi je pense qu'ils attendent trop. C'est par rapport aux préparatifs, c'est par rapport aux moyens qu'on a. Mais ce n'est pas que les moyens. Aujourd'hui, où jouent nos joueurs? Même si c'est des joueurs qui jouent en Europe et qui donnent le maximum quand ils viennent jouer pour l'équipe nationale d'Haïti, mais ces joueurs jouent en 2e, voire 3e division européenne. Là, j'ai regardé, par exemple, il y a eu un match États-Unis-Chili. Ils ont fait match nul. J'ai regardé l'équipe titulaire des USA. Il y a 6 joueurs qui jouent en MLS et 5 joueurs qui jouent en Europe. C'est ça le niveau international.
C'est ça le niveau international. Les meilleurs chez soi Oui. et ce qu'on a en termes de dispositifs à l'étranger. Je pense que vous vous rendez compte aujourd'hui du niveau de la MLS. Ouais. Le niveau de la MLS, il est extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec notre niveau de championnat à nous. C'est même pas la priorité sur le plan aujourd'hui, général, nous, le football. Nos meilleurs joueurs qui jouent aux États-Unis ne sont pas titulaires en MLS. Derrick, dont vous parlez, il n'est pas titulaire. Zachary Rivo n'est pas titulaire. Et les autres, ils jouent en deuxième division. Rien que le niveau de l'entraînement leur donne un niveau bien sûr. Mais la compétition est importante. Ceux qui jouent en Europe, alors certains jouent dans les équipes premières, mais ils jouent dans des championnats mineurs. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de Kevin Lafrance. Kevin Lafrance joue à Chypre. Bon, ce n'est pas le championnat le plus important d'Europe. On a d'autres joueurs qui jouent en Azerbaïdjan. Ouais. Voilà. On a des joueurs qui jouent en Belgique, mais qui ne sont pas titulaires. Même Dukes Nazon a du mal à faire sa place en Écosse. Ouais. Voilà. Et donc, c'est ces joueurs-là qui, aujourd'hui, vont composer l'équipe qui va jouer, peut-être contre le Mexique, peut-être contre les États-Unis, dans des compétitions où ces joueurs vont arriver avec tous les avantages dont je vous ai parlé. Donc déjà, je pense que ces équipes, sportivement, sont mieux pourvues que nous, mais en plus, on leur donne des moyens que nous n'avons pas. Donc, effectivement, le handicap est très grand. Et quand on arrive à faire un résultat contre ces équipes-là... Il faut applaudir à 10 fois. Mais bien sûr. Ou même quand on perd de peu, ça veut dire que le niveau se resserre. Mais voilà, c'est beaucoup d'investissement au niveau de mon staff et au niveau des joueurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dès qu'ils enfilent le maillot des Grenadiers. Pour la suite de la Ligue, comment cela va se faire? C'est un tirage au sort pour créer des groupes? Je ne suis pas sûr de mieux maîtriser la question. Alors il y a quatre têtes de série qui sont les États-Unis, le Mexique, le Honduras et le Costa Rica. Donc on est sûr de tomber sur l'un de ces équipes-là. Et puis après, je pense qu'il va y avoir un tirage au sort il va y avoir 4 poules de 3. Et les premiers de chaque poule feront les demi-finales au mois de mars 2020. Et c'est par rapport aux têtes de série, c'est quel groupe qui vous tente le plus? Ben, vous savez, quand vous avez États-Unis, Mexique, Costa Rica, il vaut mieux tomber sur le Honduras. Absolument. Donc on va le souhaiter. Mais juste avant la Ligue, c'est la Gold Cup. Et vous avez annoncé le stage, je crois, pour le début du stage pour mai prochain, c'est ça? On ne sait pas trop. C'est-à-dire que les championnats en Europe vont se terminer entre le 18 et le 25 mai. Donc le stage commencera tout de suite après le dernier match championnat, le 26 mai. Donc comment cela va se faire dans votre calendrier? Comment on va faire pour espérer peut-être renforcer cette équipe et espérer maintenir cette victoire au niveau qu'on vient d'évoquer? Qu'est-ce qui va se faire pour qu'Haïti soit brillant, par exemple, au niveau de la Gold Cup qui arrive en juin, je crois? Déjà, pour être brillant, il faut avoir de la chance. Si on n'a pas de chance, on ne peut pas être brillant. Donc, il faut avoir de la chance au tirage au sort. Il faut espérer un groupe clément pour Haïti. Et puis après, il faut avoir de la chance parce que vous savez, aujourd'hui, le football de haut niveau se joue sur des détails. Des détails. Prenez un but, comme nous on a pris un but sur corner. Nous on a mis beaucoup d'entrain dans notre match, on a dominé notre adversaire et sur une inattention, parce que c'est une inattention, on a pris un but. Et le football de haut niveau, c'est ça. Vous faites une erreur, il y a 3 joueurs qui sont alignés derrière, et puis il y en a un qui reste 1 mètre derrière, et vous remettez l'adversaire en jeu parce qu'il n'est pas monté d'1 mètre. Ouais. Et vous prenez le but. C'est sur des détails. Et donc, il faut que les joueurs, et c'est à ça que vont servir la période de préparation de la Gold Cup, et puis également les matchs amicaux, pour gérer ces détails. Il y a des matchs déjà
de matchs préparatoires qui sont peut-être définitivement planifiés? Alors, on parle d'une éventuelle possibilité de jouer contre le Chili, c'est clarifié? Écoutez, à l'heure où je vous parle, je peux pas le dire définitivement. Je sais qu'on m'a dit que c'était fait à 95% avec le Chili. Il devrait y avoir un deuxième match amical également en Amérique du Sud. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais moi, ma volonté, c'est qu'il y ait 3 matchs amicaux avant qu'on fasse notre entrée dans la Gold Cup. Très bien. On s'inquiétait peut-être les années précédentes de votre emprise totale, véritable sur votre groupe. Est-ce qu'on peut, ne serait-ce que par rapport à cette victoire, espérer que cette équipe qu'on verra jouer les prochaines compétitions sera l'équipe que Makola lui-même décidera d'aligner parce que dans les couloirs, on dit qu'il y a une large emprise des responsables de la fédération sur les choix qui sont faits. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou si vous le confirmez, mais est-ce qu'on peut dire que par rapport à cette victoire, cette qualification sur les 4 matchs qui ont été gagnés, votre emprise s'améliore un peu plus sur le groupe? Bon, écoutez, moi j'en ai jamais douté, et là je peux vous le dire à l'antenne, c'est que le groupe qui fera la Gold Cup sera entièrement décidé par moi-même. Très bien. Voilà, il n'y aura aucune pression de quiconque, ou alors il faudra chercher un autre entraîneur. Très bien, très Voilà. bien. On l'espère bien, mais ça c'est une question d'un téléspectateur qui m'a écrit juste avant l'émission pour me demander, est-ce que vous jouez un rôle de manager? Je ne sais pas par manager ce qu'il entend vraiment, mais il m'expliquait qu'il a l'impression qu'à partir de votre présence, il y a une plus large possibilité pour certains joueurs ou joueuses d'aller jouer, d'aller faire des stages à l'étranger, notamment en France. Et on vous a vu accompagner Melchi, je crois, lors de son stage. Est-ce qu'il y a dans votre contrat, ou pas du tout, mais juste par bonne volonté, une certaine implication dans une dynamique de créer des liaisons avec des clubs à l'étranger pour favoriser le déplacement de nos joueurs et joueuses? Non, écoutez, mon contrat, il est clair, il est uniquement, je dirais, au niveau des équipes dont j'ai la charge, et les seules équipes dont j'ai la charge, c'est l'équipe première et l'équipe des Olympiques. Voilà. Maintenant, j'ai des contacts en France, puisque j'ai entraîné très longtemps en France, donc j'ai beaucoup de contacts, et sur des cas individuels, comme c'était le cas pour la petite Melchi, c'est moi qui suis intervenu effectivement auprès des Lions pour lui permettre de faire ce stage, parce que je pense qu'elle a le niveau pour pouvoir évoluer dans un club comme Lyon. Donc, et je vous dis, l'intérêt du football haïtien, c'est qu'il y ait de plus en plus de joueurs et de joueuses dans des grands championnats. Parce que quand ils reviennent dans leur équipe nationale, ils reviennent riches de tout ce qu'ils ont pu apprendre dans ces clubs. Et toute cette richesse technique, toute cette richesse sportive, elle la déverse sur les équipes nationales et même sur les autres filles qui sont restées, filles et garçons qui sont restés ici. De la confiance, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, tactiquement, physiquement, je dirais même dans leur façon de se nourrir. Elles apprennent beaucoup de choses, ils apprennent beaucoup de choses. Donc c'est important qu'il y ait ces contacts avec des grands championnats. Eh bien, merci, puisque ce n'est pas dans votre contrat, mais vous le faites quand même par bonne volonté. Pour clore cette émission véritablement, on va aborder une question qui, par rapport à la victoire, fait actualité, et qui l'a toujours été d'ailleurs. C'est par rapport à ce que vous avez évoqué, je crois, en janvier dernier, avec le Nouvelliste, je crois, que vous avez donné cette interview après votre opération à l'étranger. Vous avez dit qu'aujourd'hui, en dehors du sport strictement, l'aléa du résultat est lié à ce que nous avons en termes d'infrastructures qu'il faut tout de suite améliorer. Et par rapport à cette victoire, je crois que les responsables au niveau international, peut-être au niveau de la CONCACAF ou FIFA directement, ont fait des remarques par rapport à la qualité de notre stade qui ne serait pas prêt à accueillir un autre match du même niveau. Donc, je ne sais pas si la préoccupation est aussi grande,
Mais si c'est le cas, il y a une grande urgence de faire quelque chose. Votre préoccupation, elle est toujours au même niveau ou elle s'est agrandie par rapport à cette note Mais vous savez, là, on touche un domaine où moi, j'ai pas beaucoup de... Je le sais bien, mais j'essaie de voir votre préoccupation par rapport à ça. Vous êtes sélectionneur national. Il est certain que j'aimerais jouer les matchs de Ligue des Nations en Haïti. J'aimerais les jouer au stade Silvio Cator ou sur un autre stade, s'il y en avait un autre d'ici là. Mais je me dis que dans les conditions actuelles, je vois mal des pays comme les États-Unis ou le Mexique, voire le Costa Rica, accepter de venir jouer à Silvio Cator dans un stade où la pelouse est en très mauvais état, dans un stade où l'éclairage est très moyen, dans un stade où les télévisions ont du mal à filmer un match sur tous les angles, où il y a de l'insécurité dans le stade puisque tous les sièges ne sont pas numérotés. Et, je veux dire, voilà, il y a beaucoup de choses, mais je veux dire, ça dépasse ma fonction. Aujourd'hui, moi, avec les joueurs, sportivement, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir être dans la cour des grands. On est dans la cour des grands. Maintenant, c'est aux dirigeants. Quand je dis les dirigeants, ce n'est pas uniquement les dirigeants sportifs, mais c'est les dirigeants aussi du pays qui doivent savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'équipe d'Haïti. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider ? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent faire ces compétitions avec les mêmes chances que les autres ? Ces équipes-là dont vous avez cité les noms, États-Unis, Mexique ou autres, qui ne seraient pas d'accord à venir jouer ici, est-ce que véritablement ils peuvent refuser de jouer chez une équipe, même si véritablement il n'y a pas que nous. Dans la zone aussi, j'ai entendu des personnes se plaindre par rapport à la qualité de certains terrains. Donc est-ce qu'on a le pire ou véritablement c'est peut-être par rapport à ce qu'on est comme équipe, petite nation, qui fait que quelque part la pression est plus grande qu'elle devait être? Non, moi je pense que de toute façon les infrastructures, c'est bien codifié au niveau de la CONCACAF et de la FIFA. C'est-à-dire que quand vous passez à un certain niveau, vous devez avoir un certain niveau de terrain, vous devez avoir un certain niveau pour les spectateurs, vous devez avoir un certain niveau pour la télévision, pour les vestiaires, pour les arbitres, et voilà. Après, on rentre ou on ne rentre pas dans les cases. Vous voyez ? Mais voilà, et à partir de ce moment-là, les dirigeants, que ce soit la CONCACAF ou la FIFA, vous dites, on vous autorise à jouer chez vous ou on ne vous autorise pas à jouer. C'est pas les pays États-Unis. Bien sûr que les pays, ils n'auraient pas envie de venir chez nous dans ces conditions-là. Mais c'est pas eux qui vont décider. C'est les organismes internationaux comme la CONCACAF ou la FIFA qui ont des normes pour les matchs internationaux. Très bien. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On joue chez l'équipe ou sur un autre terrain? Parce que définitivement, si l'état de notre stade n'est pas adapté, mais il faut quand même jouer puisqu'on a eu notre qualification. Comment on va faire? Je ne sais pas. Il est possible, par exemple, imaginons qu'on joue dans le groupe des États-Unis, il est possible de jouer les 2 matchs aux États-Unis. Ça peut être ça, si on refuse de jouer ici, ou alors que nos dirigeants acceptent d'aller jouer le match contre les États-Unis au Mexique, par exemple. Voilà, ça peut être ça. Mais en tout état de cause, moi j'ai bien peur qu'ici on puisse pas jouer ces matchs de très haut niveau. Mais on va être vite fixé, puisque les dirigeants sont aujourd'hui à Las Vegas pour justement un congrès de la CONCACAF. On va vite être fixé sur la possibilité ou pas de jouer ici. Mais l'urgence, ce serait effectivement déjà de changer l'état du terrain. Et ça, il n'y a pas besoin de la CONCACAF ou de la FIFA. Ça, c'est la volonté des dirigeants d'ici, les dirigeants, je dirais, politiques du pays, s'ils veulent aider cette équipe nationale. Très bien. Coach, on va clore cette émission. Merci de nous avoir donné la possibilité de la réaliser. Mais dites-nous votre dernier mot globalement par rapport à ce qui est devant nous
les défis des compétitions qu'on atteint. On aime bien voir notre équipe gagner. Vous l'avez dit à cette émission, les moyens ne sont pas tous réunis. Votre dernier mot, s'il faut parler à ceux-là qui sont vraiment responsables de la logistique qu'il nous faut pour que vous puissiez faire votre travail correctement, c'est quoi le mot à dire? Vous savez, les moyens ne sont pas forcément en adéquation avec les résultats. On le sait bien, puisque regardez, les États-Unis n'ont pas été qualifiés pour le dernier championnat du monde. Hein. La Coupe du Monde qui s'est passée en Russie, c'était sans les États-Unis, et c'est le Panama qui est passé. Donc ça veut dire que l'aléa sportif existe toujours. Mais si vous voulez qu'il y ait de moins d'aléas possible, il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens pour pouvoir rivaliser avec ces pays-là. Ça ne donne pas la garantie de résultats, mais au moins, je dirais, on progresse. On progresse et on va vers le haut niveau. On peut jouer dans la cour des grands avec, je dirais, avec beaucoup plus de fierté, avec beaucoup plus d'entrain, quand on sait qu'on est soutenu, quand on sait qu'on a les moyens qui sont nécessaires pour le haut niveau. Très bien. Merci encore et on souhaite vous avoir peut-être avant la prochaine compétition pour essayer de dégager, je ne sais pas, des perspectives autour des prochains matchs et peut-être espérer, comme vous l'avez dit, de tomber sur le rond de tirage par exemple. Oui, mais bon, le tirage au sort va avoir lieu le 10 avril. Si vous invitez-moi et je viendrai commenter le tirage au sort. Il n'y a pas de problème. Merci encore, coach. Et on n'a pas parlé en mode créole. Oui. Vous êtes ici déjà, ça fait votre deuxième venue. Oui. Et lors de votre retour, je crois que ça remonte à 1 an, oui. Marc-Colin n'a pas parlé créole. Non, Marc-Colin n'a pas parlé créole parce que pas assez bien parlé créole. Et donc à partir de là, j'ai peur de faire des bêtises, de dire des bêtises. Et je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. Et donc, pour vos joueurs qui ne parlent que créole, vous faites comment? Il n'y a pas de joueurs qui parlent que créole. Ah, très bien. Alors, merci de l'information. Merci, coach, encore une fois, et bonne chance avec votre équipe. Mesdames, Messieurs, le sélectionneur national, Marc Kola, était notre invité ce midi pour parler football. J'espère que ces précisions vous ont rassuré sur certains points. Merci de votre fidélité à la télévision Caraïbe. On se retrouve demain pour le prochain numéro de votre invité du midi. Allez, portez-vous bien. Excellent fin d'après-midi en compagnie de la télévision Caraïbe. Allez, on vous aime.